Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série Netflix qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps, Emily in Paris, ou Emily à Paris. Cette série nous raconte l'histoire d'une jeune américaine de Chicago qui est envoyée par sa boîte de marketing pour travailler à Paris afin d'apporter ses compétences à une boîte de marketing française qui porte le nom de Savoir et qui vient d'être rachetée par la boîte américaine pour laquelle travaille Emily. Cette série a beaucoup marqué en raison du nombre de clichés qu'on y trouve au sujet de la France en général et de Paris d'une façon plus particulière, mais aussi par sa vision complètement surréaliste et largement fantasmée de Paris. Avant d'aller plus loin, je vais faire quelque chose que je fais très rarement. Je vais vous demander si vous aimez mon contenu et si vous découvrez, si vous écoutez cette vidéo sur YouTube, de laisser un maximum de likes ou de pouces bleus, comme on dit, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un commentaire. La raison en est simple. YouTube est une plateforme dont l'algorithme fonctionne sur la base de l'engagement de l'audience avec la vidéo, et ce n'est que par l'engagement qu'on arrive à propulser des vidéos afin que l'algorithme les détecte et les mette en avant. On me dit souvent, l'observateur, je comprends pas comment tes vidéos ne font pas plus de vues. T'as plein de tocards qui font des choses beaucoup plus médiocres et qui explosent les compteurs. Eh bien, les tocards dont tu parles passent leur temps à demander à leur audience, mettez des likes, mettez des commentaires, abonnez-vous, etc. Et toutes ces interactions, même si la vidéo est mauvaise, donnent le signal à l'algorithme que la vidéo est intéressante. L'algorithme n'a pas l'intelligence, du moins pas encore, de détecter la qualité d'une vidéo, la qualité intrinsèque d'une vidéo. C'est uniquement les likes, les commentaires, l'interaction avec elle ou avec la vidéo qui font que l'algorithme la détecte, la propose à une nouvelle audience et la met en avant d'une façon générale. Et un auditeur m'a fait remarquer, à juste titre, que je ne faisais jamais d'appel à liker ou à commenter ou à s'abonner à ma chaîne. Et il est vrai que j'essayais de vous épargner ça jusqu'à présent, parce que j'ai toujours trouvé un peu agaçant les gens qui répètent constamment « abonnez-vous, mettez un like ». Mais il est intéressant de le rappeler de temps en temps. Je vous rassure, je ne ferai pas ça sur toutes mes vidéos, mais de temps en temps, je ferai un rappel ou plutôt un appel à vous abonner, à liker, parce que je pense que ça peut aider à booster ce contenu, je pense que ça peut aider à le mettre en avant et à ce qu'il soit aussi reconnu pour sa juste valeur, parce que je mets beaucoup d'énergie à produire et à enregistrer ces vidéos. Et il serait dommage qu'elles passent à la trappe parce qu'elles n'ont pas été détectées par l'algorithme. Parenthèse fermée. Revenons à Emily. Il faut savoir qu'initialement, c'est la patronne d'Emily qui devait aller à Paris. Mais elle est tombée enceinte sans savoir qui est le père. Ça, c'est intéressant. Emily raconte dans un bar à son copain que sa patronne lui a dit qu'elle ne savait pas qui était le père parce qu'elle a rencontré tellement de mecs dans cette courte période qu'il est impossible pour elle de savoir qui est le père. Et c'est une information assez importante à comprendre parce qu'il faut savoir que Netflix a un biais philosophique, Netflix a une orientation, ce n'est pas une plateforme neutre. Et même si on peut trouver quelques pépites sur Netflix qui sont souvent des séries qui n'ont pas été produites par Netflix, les séries originales Netflix font couramment la promotion de la sexualité libérée, mon corps, mon choix, du féminisme, de la coparentalité, de la famille éclatée, de la diversité. On va dire que les séries sont souvent très orientées à gauche, politiquement parlant, et ça, il faut le noter parce que ça permet un peu de comprendre pourquoi ces séries sont toujours orientées de la même façon, pourquoi on y trouve à peu près toujours les mêmes environnements, les mêmes marqueurs sociaux, les mêmes comportements. Comme 90% du monde de la tech américain, Netflix est orienté très à gauche. Et ce qu'il faut aussi noter, ce qui aide beaucoup à comprendre cette série, c'est qu'elle a été réalisée par le réalisateur Darren Star, le réalisateur de Sex and the City, et le message envoyé aux femmes autant dans Emily in Paris que dans Sex and the City est qu'elles doivent explorer leur corps dans tous les sens du terme. Boire, fumer, baiser avec un maximum d'hommes, travailler de façon acharnée pour réussir comme les hommes. Et des millions de jeunes femmes ont cru et croient encore à ce paradigme. Et moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est deux éléments, c'est deux choses. Le premier, c'est qu'on fait croire aux femmes
que le sexe est sans conséquence. On explique aux jeunes femmes qu'elles peuvent baiser à tout va, qu'elles peuvent fréquenter un nombre incalculable d'hommes sans aucune conséquence. Et il faut savoir que ce premier point est assez dangereux, on va dire, parce que moi je considère que le sujet des maladies sexuellement transmissibles est assez sérieux. Et j'ai lu récemment un article britannique qui expliquait que la gonorrhée, cette maladie, cette MST, a muté et qu'elle n'est plus traitable. Parce qu'à force d'utiliser des antibiotiques sur cette maladie, eh bien, ce virus finit par muter et par devenir résistant aux antibiotiques. Et pour ceux qui ne le savent pas, la gonorrhée est une maladie assez sérieuse. On néglige souvent les MST parce que le HIV, le sida, dans les années 90, a un peu oblitéré, fait oublier toutes ces MST qui peuvent être aussi grave, voire plus grave. Pour ceux qui ne le savent pas, pour les femmes qui ne le savent pas, la gonorrhée peut provoquer la stérilisation, la gonorrhée peut provoquer des cancers de l'utérus, et surtout aujourd'hui, c'est en train de devenir une maladie qui ne se traite plus dans sa version mutante la plus récente. Et la raison pour laquelle j'aborde ce sujet, c'est pour faire contrepoids à toute la publicité mensongère qui est balancé dans ces séries, à commencer par Sex and the City, où on nous explique que les femmes peuvent baiser, peuvent enchaîner les partenaires, il n'y a pas de conséquences, mon choix, mon corps, ou plutôt mon corps, mon choix, je fais ce que je veux. Alors, tu fais ce que tu veux si tu en as envie. Mais est-ce que tu es au courant des réelles conséquences? Parce que la vraie vie, c'est pas Sex and the City. La vraie vie, c'est des centaines de milliers, des millions de femmes qui sont en train de se faire stériliser par la gonorrhée et par d'autres maladies sexuellement transmissibles. C'est des centaines de milliers de femmes qui auront certainement un cancer de l'utérus en raison de ces maladies. Beaucoup de femmes ne savent même pas qu'elles les ont. La plupart pensent qu'une fois qu'elles ont pris leur pilule, elles peuvent virer la capote et roule ma poule. Et moi, je crois beaucoup en la sagesse des anciens, et on remarquera que dans toute culture confondue, en Orient comme en Occident, en Europe, en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord, la virginité a toujours été sacralisée dans toutes les cultures. Et on peut se dire que quelque part, les anciens, c'est pas des tarés. Alors, ils n'avaient pas de microscope, ils n'avaient pas de technologie il y a 300, 400, 500 ans. Mais ils avaient un savoir empirique et ils avaient de l'observation. Et ce qu'ils ont observé, c'est que les femmes aux mœurs légères, les femmes qui avaient connu beaucoup d'hommes ou trop d'hommes finissaient par développer des maladies, finissaient par avoir des enfants malades, finissaient par devenir stériles, finissaient par transmettre ces maladies à leurs conjoints. Et si vous vous demandez, mais pourquoi par le passé on a toujours sacralisé la virginité? C'est quoi cette idée archaïque que la femme doit se préserver et ne connaître qu'un seul homme? Eh bien, à une époque où il n'y avait pas d'antibiotiques, où il n'y avait pas de médecine, où il n'y avait pas de soins, quand tu chopes une MST, je peux te dire que tu passes un sale quart d'heure. Et visiblement, les femmes sont beaucoup plus sensibles aux MST que les hommes. C'est un sujet qui concerne autant les femmes que les hommes. Mais les femmes étant celles qui donnent la vie, les femmes étant celles qui portent les enfants, les dégâts sur les femmes sont terribles. Et si vous vous demandez d'où vient cette idée de virginité, d'où vient cette sacralisation de la virginité, et ce n'est pas uniquement lié à la religion, ce n'est pas uniquement lié au catholicisme ou à l'islam ou au judaïsme, même les cultures païennes avaient cette notion, même les cultures traditionnelles pré-religieuses avaient aussi cette notion de virginité sacrée. Pour beaucoup de raisons, la reconnaissance de la paternité, quand tu n'as connu qu'un seul homme, eh bien on sait que c'est le père, et aussi certainement pour des maladies qu'on ne connaissait pas à l'époque, on vivait dans un monde empirique, on ne pouvait qu'observer qu'une femme qui tourne beaucoup, eh bien finit par avoir des maladies, finit par avoir des enfants malades, finit par avoir des enfants qui ont des malformations. C'est pour ça qu'on a privilégié la femme qu'on va appeler virtueuse, entre guillemets, mais la femme qui a connu peu de partenaires, pour ne pas dire aucun partenaire, à celle qui a roulé sa bosse. Et le monde n'est pas différent, même si on a des antibiotiques, même si on a des moyens de dépister ces maladies, les dégâts ne sont pas différents qu'il y a 500 ans, les dégâts ne sont pas moindres.
J'essaierai de vous retrouver cet article qui parle de la mutation de la gonorrhée et de sa version qui ne peut plus être traitée pour que vous puissiez un peu mesurer la gravité des choses. Le deuxième point qu'on explique un peu dans ces séries, Emily in Paris, Sex and the City, c'est que la valeur d'une femme augmente avec sa compétence, avec le travail, avec ses diplômes. Et ça encore, c'est un biais qui est complètement faux et je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un me demande de juger une femme et me dit « Regarde, il y a une femme qui est debout là, au milieu d'une salle, au milieu de la rue. Combien lui donnes-tu? Comment tu la notes sur 10 ?» Moi, je la regarde et je dis, allez, 8 sur 10. Elle est plutôt jolie, 8 sur 10. Maintenant, on me donne une information supplémentaire. On me dit, cette femme a créé une start-up qui cartonne dans la tech. Combien tu lui donnes? Quelle est sa nouvelle note? Moi, je la regarde et je dis 8 sur 10. Puis ensuite, on me dit, cette femme a un doctorat en physique nucléaire. Comment tu la notes? Combien tu lui donnes? Ben là, je la regarde et je dis 8 sur 10. Pour un homme, la qualité d'une femme ne change pas si elle a accumulé des diplômes, si elle a de l'argent, si elle a des apparts. Pour un homme normalement constitué, ce n'est pas un critère de choix. On préfère largement une fille très belle et pauvre à une fille moche et riche. Entre la petite grosse riche et la belle gonzesse pauvre, tu prendras quand même la belle gonzesse pauvre. Et là, je parle des hommes normalement constitués, pas des hommes soumis qui essaient de gratter un billet. Aucun oligarque russe, aucun milliardaire américain ne tourne autour de la fille de Liliane Bettencourt. T'as qu'à voir le machin, tu te dis c'est pas pour moi. Elle est milliardaire, la gonzesse, c'est la femme la plus riche de France. Personne n'a envie d'y toucher. Et je me rappelle ma mère me dire quand j'étais un peu plus jeune, j'espère que tu vas pas me ramener une moche. Et pour elle, ma mère qui est traditionnelle, si je devais la classer, c'est extrême droite catholique. Quand j'étais gamin, je l'appelais l'intégriste. Et pour elle, c'était simple, une femme devait être belle, point. Parce qu'une femme belle, c'est des enfants qui seront beaux, c'est des enfants qui seront en bonne santé. Et quand je dis belle, c'est dans tous les sens du terme. C'est belle physiquement, symétrique, les hanches larges pour pouvoir sortir des gamins facilement. Un gamin avec une grosse tête pour éviter de faire des césariennes, des machins. Un bassin large, eh bien, ça facilite la sortie du bébé. Une belle peau, de beaux cheveux, une femme qui n'a pas trop tourné, bien sûr, qui n'a pas connu trop de mecs, parce qu'il y a une corrélation très sérieuse entre le nombre d'hommes que connaît une femme et sa capacité à rester en couple. Des études très sérieuses ont montré que plus une femme a eu de partenaires, moins la relation qu'elle aura avec un homme va durer. Parce que si elle a eu beaucoup de partenaires, de toute façon, il y a un problème. Ou elle a un problème psychologique, c'est qu'elle ne supporte pas de rester avec un homme trop longtemps. Ou elle a un autre problème qui fait que les hommes ne restent pas avec elle. Au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, ils la dégagent parce qu'elle a des tares cachées, elle a des choses que tu ne vois que dans l'intimité ou des choses que tu ne vois qu'avec le temps. Donc une femme qu'aucun homme n'a gardée, c'est une femme qui doit avoir un problème à un certain niveau. Les belles femmes sont prises, les belles femmes ne traînent pas. Les femmes qui ont vraiment, les femmes de qualité, en général, à 25, 26, 27 ans, elles ont disparu du marché, voire même plus tôt. Celles qui traînent plus tard, c'est qu'à un moment, personne n'en a voulu. Ça, j'en parle assez longuement dans mon livre, pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette analyse. Et donc ma mère me disait souvent ça parce que pour une femme traditionnelle, c'est évident que son fils doit lui ramener une jolie gonzesse. Alors pour le moment, j'arrête pas de la décevoir. Elle espère qu'un jour il va se passer quelque chose, même un accident, n'importe quoi, que je vais lui dire ça y est, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un. Mais bon, c'est pas près d'arriver. Et donc ces deux paradigmes qu'on voit souvent dans ces séries sont complètement faux, complètement faux. La libération sexuelle, c'est dangereux, c'est pas uniquement la fête et le machin, c'est des femmes qui arrivent à 30 ans avec une collection de MST, des maladies, des virus, des trucs, ça se voit pas, mais ça ronge de l'intérieur. Et le deuxième point, c'est que ça explique qu'une femme qui a des diplômes, des doctorats, des machins, c'est une femme qui aura plus de valeur. Eh ben non, la jolie gonzesse qui n'a pas de diplôme et qui est pauvre aura toujours plus de valeur qu'une femme surdiplômée. Ce qui compte chez la femme, c'est la beauté, c'est la jeunesse, c'est la fertilité, et c'est ça la réalité du monde. Aucun homme supérieur, aucun homme normalement constitué ne choisira une femme pour son portefeuille. À part les hommes vagins qui traînent dans les grandes villes et qui galèrent à payer leur loyer,
et qui cherchent une gonzesse pour partager le loyer, les vrais mecs qui ont les moyens de subvenir à leurs besoins ne cherchent pas des gonzesses pour partager le loyer. Ils cherchent des gonzesses belles, symétriques, avec de beaux cheveux, une belle peau, parce que le but, c'est de donner la vie dans de bonnes conditions et d'avoir de beaux enfants qui auront une chance de réussir dans la vie. Moi, ça me sidère quand je vois des couples moches qui font des gamins moches. Je me dis, mais la vie est difficile, même quand t'es beau gosse, tu risques de galérer un peu. Si en plus t'es moche, c'est un crime contre l'humanité. Arrêtez de faire des gamins, faut que les moches arrêtent de faire des gamins. Quand tu fais un gamin, regarde ta génétique, regarde la génétique de ta femme et dis-toi si vous avez une chance d'avoir de beaux gamins. Parce que tu vas mettre sur terre un être qui n'a rien demandé, il va ressembler à rien du tout et il va galérer toute sa vie. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que les anciens savaient, c'était important. On choisissait, une femme était pratiquement choisie par toute la famille. On analysait toute son anatomie pour savoir si elle était bonne pour la famille, pour le clan, pour pouvoir donner une descendance forte qui pourra porter la tribu, porter la famille, qui pourra se défendre dans la vie. Et on est passé de ça à, voilà, tout le monde fait des gamins, 80% c'est des hommes inférieurs qui galèrent dans la vie. Et arrêtez le désastre. À un moment, si tu veux avoir des gamins, trouve-toi la belle gonzesse qui va être capable de t'en donner, quoi. Et ça, c'est des clichés qui sont communs à Sex and the City et Emily in Paris. Un autre cliché qui est commun, eh bien, c'est que on fantasme Paris comme on a fantasmé New York. On entend la copine d'Emily lui dire « Paris is the most exciting city in the world ». Paris est la ville la plus excitante au monde. Alors, c'est dur de traduire excitante, peut-être fascinante. Hein. En fait, en anglais, exciting, ça veut dire intéressant, palpitant. En français, excitant, ça a souvent un rapport à la sexualité. Hein. Ça m'excite, c'est que t'es excité sexuellement. En anglais, I'm excited, c'est que t'es enthousiaste. C'est pas la même définition. J'entends beaucoup de gens utiliser excitant en français comme en anglais. Hein. C'est peut-être il y a une contagion qui est en train de se faire de l'anglais au français et tout le monde dit je suis super excité. Mais non, quand tu dis en anglais I'm very excited, c'est que t'es enthousiaste. Mais quand tu dis en français je suis très excité, c'est que t'as envie de baiser. T'es comme un petit chien qui a envie de sauter sur tous les arbres. Et Paris est très fantasmé. Dans cette série, on nous montre que la partie belle de Paris. Hein. Toute la série se passe entre la place Vendôme et le Trocadéro. C'est uniquement le Paris haussmannien. Ils vont pas dans les quartiers populaires. Elle ne prend jamais le métro. Tout le monde est beau. Alors le casting, mais c'est que des beaux gosses. Il n'y a rien qui dépasse, les rues sont propres, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de palissade, mais tout est nickel chrome. Tu te dis, c'est pas possible. Je ne sais pas comment ils ont fait d'ailleurs pour arriver à filmer sans qu'il y ait de travaux, sans qu'il y ait, je ne sais pas s'ils ont effacé ça à l'image de synthèse ou s'ils ont reproduit des... Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais t'as toujours un truc dans une grande ville comme Paris, t'as toujours des travaux, des palissades de chantier, il y a toujours quelque chose, quoi. Mais là, il y a eu volonté vraiment de montrer la ville parfaite, la ville musée, un peu ce qui est en train de devenir Paris, malheureusement. C'est en train de devenir un musée, parce que je considère que les villes qui se muséifient sont des villes qui sont en train de mourir. D'ailleurs, le musée, c'est un truc des civilisations qui sont en train de mourir. Dans les civilisations vivantes, dans les civilisations avec beaucoup de dynamisme, le musée n'est pas vraiment présent. J'ai pu remarquer ça quand je voyage dans des pays jeunes ou dans des pays en plein dynamisme économique. Au Vietnam, par exemple, tout le monde s'en branle des musées. Tu vas pas au Vietnam pour les musées, tu vas pour la vie, pour la nourriture, pour les gens dans la rue, pour les paysages, tu y vas parce que c'est vibrant, il y a un truc qui se passe. Et lorsque des villes deviennent des musées, comme Venise, comme Rome, comme Paris, eh bien c'est le syndrome de la civilisation qui meurt. Tu n'y vas plus pour l'expérience de vie, mais tu vas pour voir la pierre d'une civilisation passée, l'art de quelque chose qui n'existe plus. Et Paris devient un peu ça. Et dans cette carte postale parisienne, on va dire que Paris est une ville qui est très très bonne en marketing. Parce que tous les gens qui ne sont pas venus à Paris pensent que Paris est une ville géniale.
À chaque fois que les gens qui ne sont pas allés à Paris, parce qu'une fois que tu y vas une fois, tu comprends ce que c'est. Mais tous ceux qui ne sont pas allés, quand je rencontre des Anglais ou des Américains et que je dis que j'ai vécu à Paris, on me dit « Paris, le Moulin Rouge, la Tour Eiffel !» Ils connaissent que ça. Ils connaissent pas le 9-3, ils connaissent pas la violence. Ils connaissent pas les Roumains dans les métros. J'ai une amie qui m'a dit, qui était toute contente d'aller à Paris. Elle me dit, je vais aller à Paris, ça va être génial. Elle va avec son copain pour fêter leurs 3 ans de je sais pas quoi, de couple, de trucs comme ça. Et elle était toute contente comme ça, elle est venue me le dire. Et moi je dis, ouais, mais fais gaffe quand même. Fais gaffe, c'est Paris, c'est pas ce que tu vois à la télé. Et je me suis dit, elle va descendre parce qu'elle part de Londres, elle va arriver à Gare du Nord, elle va prendre la ligne 5, elle va tout de suite comprendre qu'on n'est plus en France. La ligne 5, c'est le dimanche à Bamako. Si elle a vu Emily in Paris et ensuite elle prend la ligne 5, elle va sérieusement être choquée. Et d'ailleurs, ça arrive souvent, c'est quelque chose qu'ont d'ailleurs beaucoup les Japonais. On appelle ça the Paris Syndrome, le syndrome de Paris, en référence au syndrome de Stendhal. Alors, le syndrome de Stendhal, c'est un peu différent. C'est Stendhal à Florence qui, par la beauté de la ville, était émerveillé, commençait à avoir des palpitations, à trembler, à avoir des sueurs. Et le syndrome de Stendhal, c'est quand t'es tellement émerveillé, tellement ému par un endroit ou par un paysage que t'en es transformé physiquement. T'as des sueurs froides, des palpitations, des vertiges. Par contre, ça, c'est positif. C'est quand c'est trop beau pour tes émotions. Alors que le Paris Syndrome, le syndrome de Paris qu'ont les Japonais, c'est le contraire. C'est les Japonais qui sont choqués par la saleté, par la méchanceté, par les incivilités à Paris. Il faut savoir que les Japonais adorent la France, les Japonais adorent Paris, ils aiment tout ce qui tourne autour de la France, le parfum, la gastronomie, la mode, etc. Et ils débarquent à Paris avec cette idée de ville magnifique, de ville lumière, de ville d'histoire, de ville d'art, de culture fantastique. Ils débarquent et ils sont confrontés à la violence à toutes les échelles, la violence du taxi, la violence du serveur, la violence des gens d'une façon générale dans la rue, qui ne sont pas très courtois, qui ne sont pas très polis. Il n'y a personne, par exemple, à Paris, qui s'arrêtera pour t'aider si tu regardes une carte. Tu fais la même à New York ou à San Francisco, les Américains s'arrêtent dans la rue. Dès que tu sors une carte ou que tu as l'air perdu, ils viennent te voir et ils t'aident. Et ça m'est arrivé partout. Ça m'est arrivé à New York, en Californie. Je demande rien à personne. J'étais perdu à San Francisco, pas loin de Lombard Street. Je faisais mon touriste. Vous savez, Lombard Street, c'est la rue sinueuse, très pentue, avec beaucoup de fleurs. C'est très joli à voir, mais c'est un truc à touriste, quoi. Ça, c'était la première fois où j'étais allé à San Francisco. Je demandais rien à personne. J'étais là avec ma carte. Et il y a quelqu'un qui était sorti de chez lui, qui est venu me voir et qui m'a dit « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Ça, tu ne verras jamais ça à Paris. Tu peux rester 2 heures avec ta carte debout dans la rue, il n'y a personne qui te dira « Je peux vous aider, vous cherchez quoi ?» Ou si ça arrive, c'est un provincial qui vient d'arriver à Paris, qui est encore gentil, qui n'a pas encore la méchanceté et le vice des grandes villes. Et le Japonais qui avait un peu cette idée de la culture française, qui découvre ça, et on retrouve beaucoup de Japonais perdus dans Paris avec des palpitations, le vertige, des sueurs complètement en panique, qui oublient l'adresse de leur hôtel, qui oublient leur nom, qui oublient tout. Et ça s'appelle le syndrome de Paris, le Paris Syndrome. J'en avais parlé dans l'un de mes premiers podcasts, il y a peut-être près de 3 ans maintenant. Et ça vous donne un peu une idée de la violence que peut représenter Paris pour un Japonais que je considère comme étant le peuple le plus discipliné et le plus éduqué au monde. Et ça existe déjà depuis les années 80-90, hein, c'est pas nouveau. Paris n'était pas aussi dégénéré qu'aujourd'hui. Alors, le Paris de 2020, je vous dis même pas. Le Paris Syndrome existait à une époque où il n'y avait pas encore de Roumains dans les rues, à une époque où c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Le Japonais qui prend la ligne 5 et qui voit les tenues africaines, les Roumains et tout le folklore, il va rien comprendre. Si tu vois Emily in Paris, parce que ça fait du marketing au final, c'est de la pub. Sauf que c'est de la publicité mensongère. Tu vois un Paris quelque part que très peu de Parisiens voient. Tu vois que les premiers arrondissements, là, les arrondissements à un chiffre, entre le 1er et le 9e, entre l'île de la Cité, j'ai même envie de dire entre le 1er et le 2e, quoi, au 1er, 2e, 3e, entre l'île de la Cité et la place Vendôme. Tu vois que ce petit carré-là,
On te montre que ça à la télé. Tu dis Paris, c'est génial. Tu prends un billet et tu débarques à Paris et tu vois le mensonge que ça a été. Et ça, je trouve que c'est du marketing contre-productif parce que les gens viendront une fois et ils ne reviendront plus jamais. Chose qui n'existe pas, par exemple, à mon avis, avec New York ou avec Londres. Je trouve que l'image qu'on a de New York et de Londres est assez juste, est assez vraie. Lorsque je suis venu à Londres, je ne m'attendais pas à trouver une ville extraordinaire. Je savais très bien que c'était la ville du fric, que Londres c'était la city. Je ne suis pas venu ici en me disant je vais bien manger ou je vais aller découvrir des bâtiments incroyables. Il n'y a pas les bâtiments qu'on a en France. Il n'y a pas d'Arc de Triomphe, il n'y a pas de Tour Eiffel, il y a pas. C'est moins pittoresque, c'est moins impressionnant. Ça a son charme, hein, c'est pas moche. Hein. La Tamise, Tower of London, la City, ça a un certain style. Mais quand je suis arrivé à Londres, j'ai pas été déçu. En fait, j'ai même été agréablement surpris parce que j'ai vu le dynamisme qu'il y avait. J'ai rencontré plein de monde. En fait, ce qui est intéressant à Londres, contrairement à Paris, c'est pas les bâtiments, c'est pas l'histoire, c'est vraiment la vie, c'est maintenant, c'est ce qui se passe maintenant. C'est la capacité de réussir, d'apprendre une langue, de rencontrer des gens, de faire du business. C'est ça à Londres. Ça ne vit pas sur... même s'ils ont un passé aussi impressionnant, peut-être même plus impressionnant que la France, de par l'Empire britannique. On ne vient pas en Angleterre pour fantasmer l'Empire britannique. On y vient pour faire affaire maintenant et aujourd'hui. On n'est pas dans le passé. Et pareil pour New York, quand on voit des films américains, il y a toujours un petit SDF, il y a toujours un caddie, il y a la fumée qui sort des métros ou des bouches d'égout. Et quand tu vas à New York pour la première fois, eh bien t'es pas choqué, quoi. Tu vois des SDF, des caddies, des gratte-ciel, comme dans les films. Mais je trouve qu'avec Paris, on essaye toujours de cacher ça. La France a honte de montrer son vrai visage. On a honte de montrer qu'on a de la pauvreté. On a honte de montrer qu'à Paris, tout le monde ne s'habille pas en grand manteau noir, en Chanel, que tout le monde n'est pas à la mode. On a honte de montrer qu'il y a une quantité phénoménale d'immigrés, une quantité phénoménale de travailleurs pauvres, beaucoup de Roumains, beaucoup de mendiants dans la rue. On a honte de montrer ça. Et pourtant, c'est la réalité. Et pour moi, c'est du marketing mensonger parce que dans Emily in Paris, la gonzesse qui se balade dans la rue avec son iPhone à 1200 balles, que personne ne touche, à qui personne ne parle, qui prend jamais le métro, pour faire réaliste, elle aurait dû au moins se faire agresser une fois. Au moins une fois, pour faire un peu de réalisme, quoi. Tu la vois en robe ras la chatte, les bottes en cuir, le téléphone à 1000 balles. Tu te dis, c'est pas possible, un truc comme ça se fait agresser. En 3 mois à Paris, tu te fais agresser au moins une fois. Et je me dis que s'ils avaient glissé une seule agression dans la série, ça aurait pu donner un peu de réalisme. Si elle avait pris le métro une fois dans la série, ça aurait pu donner un peu de réalisme. Mais là, ils sont partis complètement dans un délire. C'est de la science-fiction, là. C'est de la science-fiction. Ils ont effacé les pauvres, ils ont effacé la saleté, ils ont effacé les travaux, ils ont effacé les mendiants. Ils ont effacé les difficultés de Paris aussi. Hein. Ce qui est drôle, c'est que son agent immobilier, lorsqu'elle arrive, lui dit je vous ai trouvé une magnifique chambre de bonne. Il monte dans la chambre de bonne. Le seul truc vrai au sujet de la chambre de bonne, c'est qu'elle est au 6e étage. Mais t'arrives dans la chambre, le truc, il fait 25 mètres carrés, quoi. Les Américains n'ont pas compris le concept de la chambre de bonne. Même sur ça, ils ont menti. Tu vois, chambre de bonne, c'est un truc où les bonnes habitaient, les bonnes qui travaillaient chez les bourgeois, habitaient au dernier étage. C'était un truc qui faisait 9 mètres carrés. Parfois, il n'y avait pas de douche. Hein. Les bonnes devaient aller au bain public, ou elles allaient se doucher chez les maîtres, chez les bourgeois chez qui elles travaillaient, ou elles allaient à la piscine, je ne sais pas comment elles se douchaient. Mais voilà, c'était toilette sur le palier, une chambre de 9 mètres carrés, et c'est tout. Et là, t'arrives, c'est le truc de 25 mètres carrés. Elle ouvre la fenêtre, là, t'as une grande vue sur une grande percée parisienne, les immeubles magnifiques. Et tu te dis, mais ils savent pas ce que c'est que de trouver un appart à Paris. Ils savent pas ce que c'est que de chercher un appart à Paris. Tout est magnifique. Tout donne sur la place Vendôme, sur la Tour Eiffel, les grandes percées haussmanniennes, tout est sublime. Et pour moi, ça, c'est du marketing mensonger. C'est mentir sur la réalité d'une ville. Et je suis certain que le marketing va marcher, parce que quand tu vois cette série, quand t'es chinois, japonais, néo-zélandais, hongkongais, brésilien, tu vois ça, tu te dis, mais faut que j'y aille. Si t'avais un doute sur la destination à faire, tu vas aller à Paris.
Donc je suis certain que ça va apporter plein de tourisme. Une fois que cette histoire de coronavirus sera finie, je suis sûr que ça va provoquer des vocations. Mais le problème avec le marketing mensonger, c'est qu'une fois que les clients seront venus à Paris, parce qu'on peut les qualifier de clients, et ils vont réaliser, alors quelle que soit la façon dont ils arrivent à Paris, s'ils arrivent par la gare du Nord, c'est pas très joyeux. S'ils arrivent à Roissy, ils vont peut-être éviter de voir directement la violence, mais à un moment, ils vont y être confrontés. Et tu arrives à Paris en pensant que tu peux faire comme Emily, MacBook Air dans la main gauche, iPhone dans la main droite. Tu te balades comme ça dans Paris, tu vas comprendre ta douleur. Et bien sûr, Paris est présenté comme le temple du flirt. Tout le monde est beau, tout le monde est beau gosse. Son voisin de l'étage inférieur qui travaille aussi dans le restaurant d'en face, c'est un top modèle le mec. C'est le cuisinier le plus beau de France. Et tout le monde en général est beau, tout le monde est bien habillé, tout le monde est, y a rien qui dépasse. Et ça c'est assez impressionnant quoi. Tu te dis il y a vraiment eu volonté de faire de la science-fiction, de montrer un truc qui n'existe pas. C'est un monde parallèle quoi. Ça ressemble plus à Black Mirror, cette série britannique qui montre des mondes, des réalités parallèles, des mondes différents, qu'à une série réaliste entre guillemets. Et dans tout ce bordel, son copain est le seul mec rationnel. Le copain d'Emily, qui est resté à Chicago, c'est quelque part le seul mec qui a un peu d'esprit, qui a un peu de cerveau, parce qu'elle lui dit « Ah, faut que tu viennes, mais c'est pas possible, tout le monde a envie de vivre à Paris, tout le monde, mais comment ça, tu ne veux pas venir? Mais t'imagines, la ville lumière, la ville de la romance, la ville de l'amour, s'il y a une ville où moi et toi devons vivre, c'est Paris. » Et son copain, quelque part, lui dit d'aller se faire enculer, il lui dit « Moi, je travaille à Chicago, c'est ici que j'ai mon travail, je parle pas français, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à Paris ?» Entre guillemets, la ville du chômage aussi. Son potentiel de réussite à Chicago, en tant qu'Américain qui parle anglais, est beaucoup plus important que son éventuel potentiel de réussite à Paris, quoi. C'est le mec qui va halluciner. S'il bosse dans la finance à Chicago, ou dans la tech, ou dans quelque industrie que ce soit, il va être assez traumatisé à Paris. Et le mec lui dit, de façon très rationnelle et de façon très raisonnable, mais comment tu veux que je laisse ma vie à Chicago ? C'est là que je suis en train de construire ma vie réelle pour aller vivre une espèce de fantasme de greluche qui est dans un monde parallèle. C'est un truc de gonzesse ça aussi, c'est complètement irrationnel. Je vais vivre à Paris parce que c'est la ville de la romance. T'es pas sérieuse la meuf, c'est pas possible. À un moment faut manger, faut payer ton loyer. Bon, elle a eu un boulot par son entreprise, mais elle est complètement dans l'émotion, elle est pas dans le réel. Elle s'imagine tout de suite rester à Paris, elle se demande jamais si elle vit là-bas, dans quelle école ses gamins vont aller, qu'est-ce qu'elle va devenir, l'insécurité, la violence, les attentats, elle réfléchit pas du tout à la réalité de ce qu'est Paris et de ce qu'est la France. Et elle est complètement dans le fantasme. Et je me suis dit que les quelques secondes où son copain au téléphone lui dit d'aller se faire enculer et il rompt avec elle, c'est le seul moment de réalisme dans toute la série. C'est au début, je crois que c'est le premier épisode. Et c'est le seul moment où le réalisateur a fait preuve de lucidité. Au début, j'imagine, dans le scénario, il a dû ramener son copain avec elle, puis elle l'aurait largué parce qu'elle a fait son carrousel de la bite à Paris. Puis il s'est dit non, on va pas faire ça, on va rompre direct. 5 secondes de lucidité dans toute cette série. Et parmi ces moments de lucidité ou parmi ces moments de réalité, même si Emily in Paris, c'est dans le délire complet, on est sur une autre planète, il y a quelques éléments qui sont vrais au sujet de Paris, qu'on trouve dans cette série. L'un des premiers éléments, c'est l'ambiance au travail. Il est vrai qu'à Paris, l'ambiance au travail est très tendue. J'ai toujours trouvé ça, surtout depuis que je travaille en Angleterre, j'ai un point de comparaison. J'ai toujours trouvé l'ambiance au travail en France très très compliquée. Tout est compliqué. Les contrats sont compliqués. Virer des gens, c'est compliqué. Les embaucher, c'est compliqué. Les gens ne se font pas confiance. Et le fait que quelque part, le contrat de travail soit rigide, les employeurs ont l'impression d'avoir un poignard dans le dos lorsqu'ils vous embauchent, parce qu'ils se disent, si j'ai fait une erreur, ce mec-là, ça va être compliqué de le virer. Il y a la jalousie des collègues, il y a le conformisme aussi. Il y a une scène dans la série où ses collègues la qualifient de plouc. Quand elle arrive le matin, ils disent « Ah, voilà la plouc !» parce qu'elle est habillée comme une Américaine. Faut savoir qu'en France, on s'habille de façon assez sombre et assez conformiste. Tout le monde est habillé à peu près pareil. Tu débarques à Paris, c'est les mêmes manteaux noirs, c'est les mêmes vestes noires, c'est les mêmes pantalons, c'est les mêmes jeans. Il y a un niveau de conformisme assez élevé.
Et dès que tu as quelqu'un qui sort un peu du lot, et Emily, même si elle vivait à Chicago, à la base, c'est une fille de la campagne. Elle est arrivée de la campagne américaine, ou elle a déménagé de la campagne américaine vers Chicago. C'est un peu ce qu'on appelle les small town girls, les filles des petites villes qui ont une mentalité un peu naïve, qui sont plus gentilles que les New-Yorkaises ou que les gonzesses de Los Angeles. Ensuite, la ville finit par les pervertir, un peu comme Paris d'ailleurs. Paris, c'est quoi? C'est une ville de provinciaux qui sont arrivés à Paris, c'est une ville de provinciaux et d'immigrés qui sont arrivés à Paris. Il y a très peu de Parisiens natifs. De toute ma carrière à Paris, j'ai dû croiser peut-être 2 ou 3 Parisiens natifs. Et quand je dis natifs, c'est pas qui sont nés à Paris, mais qui ont au moins un grand-père qui est né à Paris. Ça, c'est rare, ça n'existe quasiment plus. Donc c'est une ville qui est remplie de provinciaux, remplie d'immigrés, qui ont tendance à surjouer pour compenser le fait qu'il ne soit pas de Paris. Et c'est ça que j'ai toujours détesté, c'est un peu le provincial qui a le complexe de venir de province et qui surjoue. J'avais un collègue qui était du Sud, il était originaire de Toulouse et il faisait un effort monumental pour cacher son accent. Et je trouvais ça ridicule parce que dès qu'un pote de Toulouse ou la famille de Toulouse l'appelait, quand il était au téléphone, il avait l'accent du Sud. Et lorsqu'il parlait avec nous, il essayait de parler comme un Parisien. Et à un moment, je lui ai dit, mais c'est bizarre, pourquoi tu fais ça? C'est marrant parce que quand tu parles à ta famille, tu as un accent du Sud. Et quand tu parles avec nous, tu fais un peu, ouais, salut, comment ça va? Vous avez passé une bonne journée, les gars? Et je dis, ouais, déjà, il y a un petit côté gay quand tu fais ça. Mais en plus, c'est pas authentique. Pourquoi tu veux surjouer? Et il me dit, tu réalises pas, mais à Paris, quand tu as un accent du Sud, t'es pas pris au sérieux. Il me dit, quand tu dis bonjour, c'est le technicien, on te prend plus au sérieux que quand tu dis bonjour, c'est le technicien. Il m'avait fait péter de rire au passage, et quelque part, je lui avais un peu donné raison, parce que c'est vrai que quand tu as un accent du Sud, bonjour, je suis technicien, ou bonjour, j'ai fait 7 ans de physique nucléaire. Alors, il y a de très bons techniciens dans le Sud, je rappelle que Airbus, c'est basé à Toulouse. Mais il est vrai que dans l'inconscient collectif, le Sud, c'est un peu nonchalant, l'accent est presque exotique quelque part. Et à Paris, tu as ça. Dans le conformisme, tu as le conformisme des vêtements, mais tu as aussi le conformisme de l'accent, le conformisme de la langue. Donc c'est un rouleau compresseur qui essaye de transformer les individualités dans cette espèce de moule, dans cette espèce de bouillie parisienne où tout le monde essaye de se conformer à la norme. Chose qui n'existe pas, par exemple, en Angleterre. Je prends toujours l'Angleterre comme point de comparaison parce que c'est un point de comparaison très fort que j'ai. Ça va bientôt faire 7 ans que je vis à Londres. Et en Angleterre, il y a beaucoup d'accents, il y a énormément d'accents. Il y a l'accent écossais, il y a l'accent irlandais, l'accent écossais qui est l'un des plus drôles d'ailleurs. Il y a l'accent du nord de l'Angleterre. Et l'accent de la BBC, on va dire que c'est un peu l'anglais conformiste. C'est l'anglais du sud en fait. C'est l'anglais qu'on qualifierait de sans accent. Après, tu as l'accent bourgeois, l'accent que parle la reine d'Angleterre, ou certains acteurs britanniques comme Hugh Grant. Mais par contre, il n'y a pas de volonté, tu verras très rarement un Britannique essayer de cacher son accent écossais. Il y a une très forte fierté à être écossais, il y a une très forte fierté à être irlandais, et c'est encore très vivant, la guerre civile entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, c'est encore dans les esprits. Donc les Britanniques sont fiers de leurs accents et de leur langue, et personne ne va mépriser un ingénieur écossais parce qu'il roule les R, par exemple. Et le conformisme est quelque chose qui m'a toujours dérangé à Paris parce que ça empêche la créativité, ça empêche les individus de créer sans avoir à rentrer dans ce moule conformiste parisien où tout le monde parle pareil, tout le monde s'habille pareil, tout le monde veut habiter au même endroit. Le Parisien de base va te dire « Jamais de la vie, j'habiterai en banlieue, jamais de la vie !» Tu vois, il y a Paris et après, c'est le vide intergalactique, tu vois. « Jamais j'habiterai de l'autre côté du périph', hors de question. Moi, c'est Paris ou rien !» Ça, tu l'as souvent, tu vois. Et quand tu dis que tu habites en banlieue, tu peux avoir des regards un peu moqueurs, un peu « Quoi, tu habites en banlieue ?» Tu vois, c'est que t'es pauvre ou que personne n'a voulu te louer dans le centre-ville. Il y a une espèce de conformisme, c'est le mot, assez pesant, que je trouve insupportable, et ça ressort dans la série. Jamais tu ne verras en Angleterre ou aux États-Unis quelqu'un dire voilà la plouc, tu vois, si t'es habillé différemment,
tout le monde s'en branle. T'as qu'à regarder les mecs de la tech, t'as qu'à regarder Steve Jobs, t'as qu'à regarder Zuckerberg. Les mecs, ils sont habillés en jean, en t-shirt, et on s'en branle. En France, tu verras jamais un entrepreneur comme ça. Les seuls entrepreneurs qui s'habillent en jean et en t-shirt, c'est ceux qui veulent mimer les Américains. Ils veulent faire du mimétisme, mais ils n'y croient pas vraiment. Sinon, tous les autres, même Xavier Niel, il va mettre un costard quand il fait une conférence. Tu verras jamais un entrepreneur français en basket t-shirt débarquer faire une conférence sérieuse. On est très conformiste. Donc le conformisme, la méchanceté, la violence au travail, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez juste dans la série. Et les Parisiens aussi sont présentés comme des fumeurs. On voit tout le monde fumer dans la série. Il y a même une scène assez absurde où on voit des filles fumer à l'extérieur d'une salle de gym. Elles ont fini leur séance, elles ont sorti la clope. Ça, c'est un peu extrême, mais d'une façon générale, les Français sont des fumeurs. Ça, tu ne le réalises que quand tu as quitté la France lorsque tu voyages aux États-Unis ou en Angleterre, pour prendre des références que je connais. Tu ne vois pas autant de personnes fumer, et surtout chez les femmes. Moi, la parisienne, la cigarette chez la parisienne, ça m'a toujours sidéré. Le nombre de femmes qui fument, qui sortent une clope, c'est incroyable. Je me demande comment la cigarette a autant pu polluer la femme française. Et c'est un truc que je déteste parce que j'ai eu une seule copine fumeuse, c'était la première et la dernière, j'ai plus jamais fréquenté de fumeuse. Elle avait une haleine de chacal, mais j'avais l'impression qu'il y avait un mort dans sa bouche tous les matins. C'était incroyable. Et elle m'a traumatisé. Depuis, je n'ai plus jamais, c'est un critère de sélection, même si la gonzesse est un top modèle, si elle fume, je n'y touche même pas. Même pas avec un bâton, je n'y touche pas. La fumeuse, pour moi, est le pire type de femme imaginable parce que déjà c'est insupportable au quotidien, l'odeur, l'haleine, c'est insupportable à long terme parce que si tu as envie de te poser avec, tu as envie d'avoir des gamins, ben la fumeuse, je peux te dire qu'elle va te sortir un ou deux détraqués parce que ça esquinte le métabolisme. Et ça, c'est pas un cliché, c'est une vérité. La française fume beaucoup, la française et la parisienne fument énormément. Et dernier cliché, mais qui n'est pas complètement faux, on présente les Parisiens comme des queutards, comme des baiseurs. Et ça, c'est pas complètement faux. Faut dire qu'on est un peu... On est un peu le pays de la baise. Alors, de moins en moins, c'est vrai qu'on ressemble de plus en plus aux pays anglo-saxons. Mais historiquement, la France des années 70, des années 60, c'est le pays de la baise. Faut pas oublier que la France, c'était l'un des pays les plus peuplés. C'était le pays le plus peuplé d'Europe. À une époque, pendant les guerres napoléoniennes, au XVIIe, au XVIIIe siècle, la France était le pays le plus peuplé d'Europe. Parce qu'on a un climat généreux sur une bonne moitié du pays, parce qu'on a des métissages latins, italiens, espagnols, portugais, parce que voilà, il y a un truc qui s'est passé à ce carrefour. La France, c'est un peu un carrefour entre l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne. Il y a plein de gens qui sont venus se mélanger dans ce pays. Ajoutez ça à la générosité du climat, de la terre, forcément, ça a aidé. Et ça, c'est pas un cliché. Du moins, on va dire, jusque dans les années 70. Après, il y a le féminisme qui a pris le relais. On a arrêté de baiser quelque part depuis qu'on a eu l'hystérie féministe, toutes ces théories égalitaires, théories du genre et tout ce bordel. Les gens ont arrêté de baiser. En fait, depuis qu'on parle de cul partout, on a arrêté de baiser. Et donc ces clichés, et c'est peut-être comme ça qu'il faut résumer Emily in Paris, c'est que ça présente une France des années 60, des années 50, peut-être même des années 20. Ça présente un peu une France où il n'y avait pas de délinquance, une France ou plutôt un Paris propre, un Paris où il faisait bon vivre, où les gens se connaissaient, où il n'y avait pas d'insécurité, un Paris qui était ethniquement homogène, un Paris qui était européen. Un Paris connecté au monde, un Paris de l'Empire, mais un Paris homogène. Et quelque part, si on avait filmé les rues de Paris dans les années 50 ou dans les années 60, on n'aurait pas été loin de Emily in Paris. Les rues étaient propres, tu risquais pas de te faire voler quoi que ce soit. Les gens étaient bien habillés, les gens étaient beaux, il y avait de la musique partout, il y avait du parfum partout. Les salles de spectacle étaient pleines, les cinémas étaient pleins, les salles de jazz, les concerts de jazz étaient pleins, les femmes étaient belles, elles avaient plein de gamins. Ça, c'était une réalité dans les années 50, 60, mais plus aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à cette mentalité française un peu résistante.
Et c'est le seul passage qui n'est pas dans le cliché. À un moment, il y a une pub pour un parfum. Et le créateur du parfum imagine pour sa publicité une femme qui marche nue sur un pont, un des ponts de Paris. Et Émilie lui dit mais ça c'est sexiste, ça, c'est pas possible, une femme nue pour vendre du parfum. Et le créateur de parfum lui dit mais non, c'est pas sexiste, c'est la femme a le pouvoir, ça montre justement qu'une femme nue a le pouvoir, et quelque part elle n'est pas nue, elle porte son parfum. Et Émilie lui répond, mais non, ça c'est sexiste, t'exploites le corps des femmes pour vendre du parfum, tu la soumets. Et elle sort un peu avec une idée marketing sexy or sexist, sexy ou sexiste. Et le créateur de parfum, le nez, lui dit, mais finalement les femmes ont le pouvoir. Une femme nue a le pouvoir. La femme n'a besoin de rien. C'est un peu ce que je disais au départ. La valeur d'une femme, c'est pas son doctorat, c'est pas ses diplômes, c'est pas le fait qu'elle ait fondé une boîte dans la tech. Une femme est. Un homme devient, mais une femme est. Une femme nue, si elle est belle, si elle est symétrique, si elle est jolie, si elle est attirante, n'a besoin de rien d'autre. Et si ça, c'est pas le pouvoir, je sais pas ce que c'est. Par le fait d'avoir un utérus, par le fait d'être une femme, elle a déjà le pouvoir. Les femmes sont, et elles n'ont besoin de rien d'autre. C'est un peu la différence entre l'homme qui doit travailler, évoluer, prouver qui il est, cumuler de la ressource pour espérer obtenir les faveurs d'une femme, alors que la femme, elle a juste à être belle, c'est tout. Si une femme a la chance d'être née belle, elle n'a besoin de rien d'autre dans la vie. Si elle est moche, par contre, elle va galérer. Et là, elle peut compenser avec les diplômes, les doctorats, etc., pour essayer de s'en sortir. Mais c'est le seul, peut-être, passage juste dans le film. C'est juste ce moment-là où le créateur de parfum lui dit « Mais la femme a le pouvoir. Arrête tes conneries de sexiste. La femme a le pouvoir. » Une femme qui marche nue sur un pont avec 10 mecs qui ont les yeux braqués sur elle, prêts à donner tout ce qu'ils ont pour avoir même pas, j'allais dire, un bout de cul, un bout de fesse, même pas, juste pour avoir ses faveurs, pour prendre un verre avec elle. Si ça, c'est pas le pouvoir, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, c'est une très belle conclusion à ce podcast. Les femmes ont le pouvoir. Arrêtez de nous saouler avec l'égalité. Il n'y a pas d'égalité homme-femme. Les femmes, aujourd'hui, sont supérieures aux hommes. Elles sont supérieures par leurs utérus, par leur capacité à donner la vie, mais elles sont aussi supérieures car elles n'ont besoin de rien d'autre. Un homme, pour pouvoir fonder une famille, se marier, doit avoir un appartement, doit avoir un métier, doit bien gagner sa vie, doit avoir des compétences, doit être respecté dans son milieu. Une femme aujourd'hui, pour se marier, a besoin d'être belle. Point. Rien d'autre ne lui est nécessaire, et tout ce qu'elle aura en plus, si elle est diplômée, si elle a de l'humour, si elle sait parler, si elle sait se tenir, tout ça c'est des bonus. Mais une belle gonzesse a déjà réussi sa vie. Voilà pour aujourd'hui. Comme je vous le disais en début de podcast, n'oublie pas de liker à fond cette vidéo. On va la faire booster pour qu'elle soit identifiée par les algorithmes. Lâchez-moi un maximum de commentaires, même si c'est un commentaire très court du genre merci. Rien que ça aide à référencer la vidéo. Abonnez-vous si vous écoutez mon contenu depuis des mois sans vous abonner, c'est l'occasion. Et ça sera aussi un bon test pour voir si ces likes et ces commentaires font que cette vidéo sera plus vue que d'autres, ou si elle fait à peu près le même score. Ça sera intéressant d'en faire une expérience, et si ça marche, ça voudra dire que l'algorithme fonctionne vraiment au pouce, au like et aux commentaires. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.